Diable Jump. Béni soit Oda. C'est comme ça que j'ai envie de nommer cette review. Après plus de 20 ans, Oda dévoile et révèle les moments les plus incroyables de celui qui fut autrefois le roi des pirates. On l'a espéré, on a prié pour avoir la chance de voir Roger et même les autres figures emblématiques de One Piece dans leur jeunesse, voir leurs aventures, leurs combats, leurs rires et leurs pleurs. Et aujourd'hui, grâce au chapitre 966, et comme les derniers d'ailleurs sortis en date, nous avons la chance de vivre un moment unique et surtout épique. La puissance de Roger à son apogée, les révélations sur les poneglyphes et la dernière île avant Raftel, voyons tout ça ensemble aujourd'hui. La première page introduit Oden Kozuki et sa charge farouche contre Goldie Roger. Ils se connaissent tous les deux de réputation, et le manque de patience d'Oden le fera foncer tête baissée malgré les avertissements de son équipage. Cette technique Gan Modoki reste dans le thème culinaire qu'Oda a imposé à la famille Kozuki, et il se débarrasse avec une facilité donc déconcertante des réputés pirates de Roger. C'est la deuxième page qui va nous plonger encore plus dans l'ambiance épique du chapitre. Les capitaines emblématiques Silver Riley et Scopper Gaban, qui est enfin révélé, auraient mis un terme à la ruée sanguinaire d'Oden sans aucun souci si Roger ne s'était pas interposé. D'après lui, il ne voulait pas mettre ses deux meilleurs hommes en danger, confirmant ainsi que Gaban et Riley sont les plus puissants de son équipage, après le capitaine. L'aura sauvage de Roger ressenti par Oden sera justifiée par son terrible coup porté au samouraï. La première technique de celui qui deviendra le roi des pirates est dévoilée, Kamuzari. D'après la note de traduction de Scantrad, que l'on salue et remercie chaleureusement pour leur taf incroyable, Kamuzari signifie aversion divine, ou encore fuite vers les dieux, désignant le décès d'un individu important ou la disparition de pouvoirs divins. On pourrait alors y voir plusieurs significations. Déjà car cette technique est utilisée face à Oden, un personnage des plus importants qui va mourir et créer un grand bouleversement sur Wano Kuni. Serait-ce un foreshadow de son destin? Ou encore la disparition de pouvoirs divins qui symboliserait purement et simplement la disparition des dragons célestes. Les Tenryubito, considérés comme des dieux, représentent aussi le pouvoir qui doit être stoppé. Une technique signifiant la disparition du pouvoir divin venant de Goldie Roger est assez ironique quand on sait que les connaissances qu'il a eues durant son voyage pourraient chambouler tout le règne des dragons célestes et du gouvernement mondial. En tout cas, cette attaque balayée a été assez puissante pour infliger des dégâts considérables à Oden. C'est dans la troisième page que le choc a lieu, que ce soit pour eux ou pour nous. Oden n'est pas de taille à affronter un personnage de la trempe de Roger malgré sa puissance incroyable. Son capitaine, Barbe Blanche, viendra prendre le relais et ainsi a lieu la plus grande effusion de puissance de toute l'histoire de One Piece. Roger et Barbe Blanche, à leur paroxysme, viendront utiliser leur acquis légendaire dans leur échange de coups. Comme nous pouvons le constater, l'impact des deux lames ne s'est pas fait physiquement, la projection du acquis de l'armement de ces deux monstres a littéralement créé une onde d'énergie incroyable. On peut noter d'ailleurs l'effet très particulier qu'Oda a souhaité donner au acquis de l'armement dans cette page, enduite sur leurs lames respectives, un effet à la fois liquide et électrique viendra suivre le mouvement de l'arme. La quatrième page montrera tout l'impact de ce clash qui aura littéralement remué ciel et terre et aura même fait quelques victimes. Petite pensée à ce pirate qui a pris le vol Grand Line North Blue avec la compagnie Newgate Roger Airlines. La relation entre les deux hommes est malgré tout très bonne, un peu à l'image de celle entre Shanks et Mihawk. J'imagine que ces mâles alpha aimaient par-dessus tout le respect que l'un avait pour l'autre. Dans la cinquième page, la bataille entre les deux équipages débute enfin, avec d'un côté l'équipage de Barbe Blanche, composé de Marco, Rankuyu, Whitey Bay, Vista et j'en passe, tandis que de l'autre, l'équipage de Roger est mené par Riley et Gaban. Alors que l'on pensait qu'il ne possédait aucun fruit dans ses rangs, un personnage semble posséder des ailes derrière son dos. Serait-ce un Zoan ou simplement un style qu'Oda a souhaité lui donner, car outre ce personnage, aucun ne semble réellement posséder de fruits du démon ou de pouvoirs particuliers autres que leurs compétences aux armes de mêlée. Un autre personnage m'a quand même interrogé puisqu'il ressemble au Kofi Monkey vu sur l'archipel de Sabaody. Alors je pense vraiment pas que ce soit lui, mais les similitudes me semblent assez importantes pour être notées. Le climat est donc désormais très chargé, comme lorsque n'importe quelle grande force de la nature s'affronte, la tension est à son comble et la plus grande partie de la bataille s'apprête à faire rage. Cependant, elle sera malheureusement éclipsée puisque l'affrontement entre ces deux équipages durera 3 jours et 3 nuits, finissant donc sans aucun vainqueur. Sixième page. 4 jours plus tard, les pirates se retrouvent par finalement partager, dans la meilleure des ambiances, leurs trésors et leurs biens précieux. Comme le souligne Riley, on assiste à une véritable brocante, très bon enfant. C'est là qu'arrive une partie réellement intrigante. Le jeune Marshall D. Teach, opposé au jeune Shanks et Baggy, voit l'un de ses secrets révélés par les deux camarades. Il n'aurait jamais eu besoin de dormir depuis sa naissance. C'est ainsi que l'origine d'une des phrases les plus mystérieuses entourant Barbe Noire est enfin révélée. Il y a de ça plusieurs années, au chapitre 440, Ace a tenu précisément les mêmes propos que Shanks face à Barbe Noire. En lui reprochant son acte atroce de tuer un Nakama, Ace tient ses propos. Ne perdons pas de temps à discuter, Teach. Toi qui as vécu pour deux, je suis sûr que tu comprends parfaitement la situation.
Cette phrase, déjà bien énigmatique, retrouve un sens nouveau et une explication plus de 13 ans plus tard grâce à Shanks. Il semblerait donc qu'il n'ait pas dormi pendant tout ce temps, mais ce n'est pas tout. Oda met un point d'honneur à vouloir nous faire comprendre le véritable sens de cette phrase pour comprendre le véritable secret de Barbe Noire. Il a donné des infos dans les databooks pour conforter cette idée. Et il y a 3 ans, j'ai sorti une théorie sur Barbe Noire et sur la possible explication des 2 fruits qu'il possède. Le databook mettait en évidence qu'on ne sait pas comment Teach a réussi à posséder plusieurs pouvoirs simultanément, mais la clé de ce mystère résiderait peut-être dans l'expression vécu pour 2. D'ailleurs, Marco dans le chapitre 577 explique bien qu'il est impossible pour une personne normale de consommer simultanément 2 fruits. Mais étant donné que cet homme est différent et que sa structure corporelle est particulière, il pourrait être le seul capable de posséder une telle chose. C'est là que ma théorie débutait car d'après moi, Barbe Noire était habité d'un démon, d'un diable. Les dieux existants dans l'univers de One Piece à travers Poséidon, Pluton et Uranus, les 3 armes antiques, pourquoi les démons qui sont leurs parfaits rivaux, leurs opposés, n'existeraient pas? On a la preuve de leur existence avec Cavendish et Akuba, un monstre qui prend possession du corps du jeune chevalier en le plongeant dans le sommeil justement. Cela ne donnerait-il pas du cachet à cette théorie? Barbe Noire serait maudit, serait habité par un monstre ou un démon qui lui aurait privé de sommeil tout en le rendant fou, avide de pouvoir et de besoin. L'âme qui lui est propre et l'âme qu'il possède expliquerait comment il a pu posséder 2 fruits du démon. Un est à Teach, l'autre est à cette entité, l'habitant. Quoi qu'il en soit, même si la théorie n'est pas parfaite, l'idée qu'un démon possède et maudisse Teach n'est pas encore entièrement écartée. Je ne suis pas l'origine de la découverte qui va suivre, mais un foreshadow incroyable est aussi présent sur cette page. Luffy a dévoilé sur Drum qu'il a déjà entendu des histoires sur des gens qui ne dormaient pas grâce aux pirates dans les tavernes. Serait-ce notre fameux Shanks qui aurait parlé de Barbe Noire durant son séjour sur Fushia? Si c'est le cas, Oda a particulièrement bien prévu son coup. En tout cas, quelle ironie du destin pour un personnage qui croyait dur comme fer au rêve des hommes. 7ème page. Nouvelle grande révélation, décidément ce chapitre ne nous laisse pas une seule minute de repos. Roger, Newgate et Oden entretiennent une discussion à l'abri des oreilles indiscrètes. Roger s'étonne qu'Oden soit capable de comprendre le langage des poneglyphes. Oui, le destin a fait qu'ils se rencontrent car Oden est le descendant du clan Kozuki, à l'origine même de cet alphabet. Le roi des pirates explique donc qu'il y a 13 ans, époque même à laquelle le samouraï essayait de prendre la mer pour sortir de Monokuni, il a atteint la fin du log post pour atterrir sur une île peu commune. Roadstar, la dernière île de Grand Line. Oui, à l'époque il s'agissait réellement de la dernière île, mais Roger sentait qu'il en restait encore une. Le log post s'agitant dans tous les sens, le confortant dans cette idée. Cependant, il cherche encore à comprendre comment atteindre l'île pour traverser le monde. Dans un premier temps, je voudrais parler de Roadstar. C'est bien confirmé que la dernière île que nous avons toujours vue sur Grand Line était Roadstar et non Raftel qui n'est toujours pas localisé à ce moment-là. Il a donc atterri sur cette île, il y a 13 ans, soit 1 an avant l'incident de God Valley. Dans le présent de One Piece, God Valley s'est déroulé il y a donc 38 ans. Donc Roger aurait atteint Roadstar il y a 39 ans, soit 1 an avant. Et il y a 39 ans, voyez le jour 2 personnages particulièrement importants, Shanks et Baggy. Vous voyez où je veux en venir? Et si Roger avait récupéré quasiment à leur naissance les 2 inséparables? Le problème étant que Shanks a comme origine West Blue. Oui, mais celle de Baggy n'a toujours pas été révélée. Non, mais il vient d'un endroit sur Grand Line d'après sa Vivecard. D'après les mêmes Vivecard, Shanks aurait rejoint l'équipage aux alentours des 11 ans, chose qui semble relativement faux car c'est plutôt aux alentours des 7, 8 voire même 9 ans qu'on le découvre dans le chapitre 964, toujours accompagné de Baggy. Quoi qu'il en soit, Baggy, aussi surnommé le Clown Star, viendrait justement de Roadstar, levant un peu le voile sur ce mystérieux personnage. Mais vous savez ce qui est le plus drôle? Roadstar pourrait avoir une autre appellation, Lodestar, qui est un terme pour désigner Polaris, l'étoile terrestre du pôle Nord. Et vous savez quelle a été la première scène que nous avons vue entre Baggy et Shanks qui remonte à plus de 20 ans maintenant? Un débat sur quel pôle serait le plus froid. Shanks défendait le pôle sud, tandis que Baggy défendait le pôle nord. Déjà à ce moment-là, Oda aurait eu parfaitement dans l'idée les origines de Baggy pour les dévoiler plus de 900 chapitres plus tard, grâce à Roadstar. Plus tard, dans ce même chapitre 966, Roger y voit une certaine dose de nostalgie en prenant Iori bébé dans ses bras. Et si ce sentiment était lié à Baggy, venant de naître quand il a récupéré sur Roadstar? Si c'est le cas, c'est juste incroyable et expliquerait parfaitement l'importance qu'a Baggy dans l'histoire et pourquoi il est tant mis en avant. Ne vous en faites pas, Nina travaille également sur le sujet et vous prépare une vidéo avec des connexions incroyables avec ses propres théories qu'elle a trouvées dans ce chapitre. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne pour ne surtout pas manquer sa review. 8ème page. Roger continue ses explications sur les poneglyphes avec le rôle des Road Poneglyphes, qui serait la carte menant à cette fameuse dernière île. Une légende semblait donc réputée sur l'existence d'une île comme Raftel, puisque Roger explique que le trésor caché là-bas ferait de lui le roi des pirates. Très beau parallèle avec la scène entre Ace, Sabo et Luffy d'ailleurs, et ce qui est encore plus ironique, c'est que j'ai repris cette même scène d'Ace, Sabo et Luffy dans ma grosse théorie qui arrive lundi pour dévoiler le même message caché que Roger aujourd'hui.
j'ai vraiment très hâte de vous la montrer. Dans la 9e page, Oden commence à vouer une véritable admiration pour Roger, cet homme aux exploits si nombreux. Ça tombe bien pour lui car Roger a besoin de son savoir avec les poneglyphes. Une scène des plus symboliques verra donc le jour quand le roi des pirates s'agenouillera devant celui destiné à être le shogun de Wano Kuni. La 10e page marquera la colère de Barbe Blanche qui n'accepte pas qu'un membre de sa famille lui soit arraché par un rival. Le pouvoir de son Gura Gura no Mi secoue l'île et soulève les vagues exactement de la même manière que Barbe Noire le fera sur Marineford après avoir volé le fruit de son ancien père. Mais malgré tout, Roger serait celui qui pourrait apporter les réponses aux questions qu'Oden se pose depuis tant de temps et depuis le début de son aventure. Le destin du pirate semblait donc étroitement lié à ce samouraï de Wano Kuni. Dans la 11e page, malgré le poids qu'il porte sur son cœur, Barbe Blanche laisse Oden s'en aller. Fera malgré tout preuve de son amour en refusant les vivres laissés par Roger en compensation du départ d'Oden pour assurer le bien-être de celui qu'il considère comme son frère. Barbe Blanche, dans ce chapitre, a montré à quel point sa famille était toute sa vie. Des trésors ne l'importent peu, et ça nous le savons depuis qu'il donnait toute sa fortune à son ancien village. Mais aujourd'hui, outre tout ça, il nous a prouvé qu'il n'a pas pu laisser passer impunément la mort d'Oden sur Wano Kuni, et qu'il a sûrement dû avoir un sacré rôle à jouer face à Kaido. Dans la 12e page, nous arrivons lentement sur la fin, et Oden, comme il l'indique, commence le second chapitre de sa vie de pirate avec Roger. Roger qui, d'après l'écriture sur les voiles de son bateau, se nommait bien Goldie Roger et non Gold Roger comme on pouvait le douter. Il avait donc bien connaissance de cette lettre dans son nom. D'ailleurs, il possédait aussi le fameux œuf dont l'utilité n'a pour l'instant toujours pas été révélée. Comme je le disais plus tôt, Roger et Riley font respectivement connaissance de Hiyori et de Momonosuke. Je pense toujours que Roger fait référence au moment où il a récupéré Baggy, nouveau-né sur Roadstar, d'après ma théorie. Mais voir Riley avec un deuxième enfant dans ses bras au même moment me fait quand même douter sur la potentielle présence d'un bébé Shanks à bord. Même si c'est peu probable, il se peut qu'il ait récupéré Shanks à la même période que Baggy, et dans ce cas-là, il se peut que Shanks ait été récupéré lui aussi sur Roadstar. La 13e page marquera surtout l'intégration totale d'Oden dans l'équipage, tout comme nous l'avons vu avec Barbe Blanche, mais c'est réellement à la 14e et 15e page que son aventure prendra un sens. Oden apprend que Roger n'a plus qu'un an à vivre et que la cadence de l'aventure va évoluer, découvrant ainsi pour la première fois la mer de nuages qu'est Skypiea, l'île céleste. Après avoir atteint le sommet du Giant Jack, il y découvre la fameuse cloche dorée qui semble émaner une voix si forte que Roger a pu comprendre son message sans même le lire, message qui porta sur Poséidon la fameuse arme antique. Il laissa évidemment à son tour un texte avec l'aide d'Oden. Je suis venu pour ouvrir le passage vers le lieu le plus éloigné du monde. Oui, il s'agit du même poneglyphe et du même message que Robin a lu dans le chapitre 301. Nous avons donc l'explication, encore une fois après tant d'années, sur comment Roger avait laissé cette inscription. Pour conclure cette review, je souhaiterais relever deux détails. Le premier dans cette page, quand Roger semble dire « Je suis venu ouvrir le passage vers le lieu le plus éloigné du monde », et l'autre à la 7e page où il explique qu'il doit atteindre la dernière île pour traverser le monde. Et là, la question qui me vient en tête, Raftel, ou du moins Lostel, est-elle réellement sur Terre? Rappelez-vous de comment a été montré Raftel au centre des 4 points des rods poneglyphes. Cet effet d'explosion ou de propulsion pourrait-il nous laisser penser que Raftel ne se trouve pas sur la même Terre que nous? Traverser le monde, ouvrir un passage vers son lieu le plus éloigné. Plusieurs théories laissaient déjà à l'époque supposer que Raftel ne se trouvait pas sur la mer, mais dans l'espace, le lieu le plus éloigné de la Terre. Après tout, c'est bien sur la Lune que Bilka, la cité antique, a été révélée. Non, des formes de vie existaient bien dans l'espace telles les pirates ou les automates. Et si l'un des prochains voyages des Mugiwara serait extraterrestre, expliquant ainsi pourquoi personne n'a pu trouver Raftel sur les mers. Et puis, la dernière île avant Raftel se nomme bien Roadstar, non? La route étoile. Cette review est enfin terminée. Je suis soulagé d'avoir pu enfin parler en profondeur de ce chapitre juste incroyable. J'ai absolument voulu vous sortir cette vidéo aujourd'hui car lundi à 17 h sortira ma plus grosse vidéo à ce jour, celle qui m'a demandé des semaines et des semaines de travail. Je compte sur vous et votre présence et j'espère de tout cœur vraiment que ça vous plaira. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo les bros, j'espère que cette review aura comblé vos attentes et que les théories proposées auront réussi à vous satisfaire. Passez donc un bon week-end et à lundi. Peace les bros.